Bonjour Abby, Bonjour Alison. on est là pour parler d'accouchement et de choix, de libre choix dans la façon d'accoucher des femmes. Mhm. Si on a choisi cette thématique avec toi, c'est que le constat, c'est quand même qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément pleinement libre de ce choix. Il y a quand même beaucoup de poids, il y a quand même beaucoup d'injonctions, beaucoup de... Voilà, c'est pas un choix qui est complètement libre. Est-ce que Mm. tu veux nous en dire un peu plus sur ce premier constat déjà? Un peu le... Alors, il faut savoir qu'en France, les femmes ont la liberté de pouvoir accoucher où est-ce qu'elles veulent, sans avoir de répercussions au niveau de la loi. C'est-à-dire que la loi, aujourd'hui, Mm, elle est claire sur le fait que les femmes peuvent accoucher où elles le souhaitent, mm, avec qui elles le souhaitent, dans les conditions qu'elles le souhaitent. En France, il y a plusieurs possibilités. On va avoir la maternité, dans lequel il y a plusieurs niveaux. Les niveaux 1, qui sont des petites maternités, en général, ça fait assez peu d'accouchements. C'est des maternités qui, du coup, n'ont pas de service de néonatologie. Il va y avoir le niveau 2, où là, il va y avoir un service, un petit service de réa néonat. Et encore, on est plutôt sur de la néonate assez simple. Un bébé qui a eu mm, un petit peu de mal à respirer à la naissance, bah, on a de quoi aspirer et le surveiller sans plus. Le niveau 2B, où là par contre on est vraiment sur un vrai service de natologie. Le niveau 3, du coup, où là on a tout un service de réanimation néonatale mm, avec des grosses machines, tout un personnel qui est spécifique pour ça. Donc mhm, ça c'est pour la maternité. Dans les maternités, on peut y trouver parfois des salles nature, donc c'est de plus en plus qu'on en trouve, mais c'est pas une obligation. Les maternités n'ont mm. pas l'obligation de mettre en place une salle nature. Donc ça, il faut se renseigner si on souhaite un accouchement avec le respect de la physiologie. Parce que pour contextualiser, qu'est-ce que la physiologie? La physiologie, c'est simplement le fonctionnement du corps. Je mange une pomme, je la digère, je caca. Ça, c'est le fonctionnement physiologique de la digestion. Mhm. Voilà. Respecter la chose, c'est ne pas intervenir. Voilà, pour recontextualiser ce que ça veut dire. Donc, toutes les maternités n'en ont pas. Et si on a un souhait d'un accouchement respecté, faut regarder s'ils en ont une. Parce que souvent, quand il y a une salle nature, les maternités ont du personnel qui se sont formés au respect de la physiologie. Mm, Tandis que on va dans une maternité où il n'y a pas, il y a peut-être moins de chances. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas forcément tous mhm. formés, mais en tout cas, c'est peut-être un petit peu moins, il y en a souvent moins. Oui, là, ça, Donc ça peut être voilà, un indicateur qu'ils font des efforts, ils se... Voilà. c'est ça. Ça peut être un indicateur disant comme quoi ils font des efforts. Il y a aussi un indicateur qui est très intéressant, c'est le label Ami des bébés. Mm, Où du coup, ça veut dire qu'ils ont un certain taux d'allaitement, qu'ils ont un certain taux d'accompagnement, qui permettent le pot à pot, qui vont permettre, en fait, il y a plein de critères. mhm. Donc, il y a un petit peu moins de 20 maternités en France de mémoire qui l'ont. Après, on n'a pas énormément de maternités en France aussi aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ont fermé ces dernières années. Mais voilà, ça, c'est des petits indices qui vont dire que si on veut essayer d'aller dans des maternités respectées, au niveau de la physiologie toujours, et bah ça, c'est quand même des bons indicateurs. Une maternité de niveau 1 et de niveau 3, la seule différence qu'il va y avoir dans le choix des parents, c'est en cas de pathologie. Mhm. Sinon, en toute honnêteté, si on a une grossesse qui n'est pas pathologique, il n'y a pas besoin de partir dans un niveau 3, ça ne sert pas à grand-chose. Et Mhm. même, je déconseille pour la simple raison que déjà, ça va prendre des places par rapport à des femmes qui ont des pathologies et qui ont vraiment besoin d'être prises en charge là-bas. Mm, Et en plus de ça, dans la réalité, les soignants qui sont là-bas ont tellement l'habitude de voir de la pathologie que des fois, sans s'en mm, rendre compte, ils vont y mettre une pathologie alors qu'il n'y en a pas. mm. Donc voilà, je prends de la distance par rapport à ça parce que c'est un constat qui est fait et c'est pas du tout dans le but pour ces soignants-là de vouloir mettre de la pathologie tout le temps, mais c'est simplement que quand on a la tête dedans, et ben en fait on voit ça Oui. tout le temps, donc on a tendance à y mettre tout le temps. C'est normal, c'est humain. Donc voilà, ça c'est pour les maternités. Après, il va y avoir le plateau technique. Donc c'est une salle de naissance qui est louée à une sage-femme libérale. Donc c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle de l'accompagnement global. L'accompagnement global, c'est une sage-femme qui va être là de la grossesse à la naissance au postpartum.
Voilà, qui va suivre toutes les étapes. Si par exemple on la rencontre en préconception, pareil, on va faire préconception, grossesse, naissance et postpartum. Mhm. Donc du coup, le plateau technique, on est suivi donc, par une sage-femme libérale. Vous rencontrez votre sage-femme plusieurs fois, vous tissez un lien avec elle. Alors qu'en milieu hospitalier, c'est l'équipe A, ils font les visites, enfin le suivi de grossesse, l'équipe B, c'est à sa naissance, l'équipe C, Mhm. c'est les suites de couches. Là, c'est pas du tout la même chose, vraiment, on est sur un accompagnement de A à Z. Le jour J, la sage-femme vous rejoint chez vous. Quand il faut partir, on part au plateau technique, on accouche là-bas, on fait la surveillance de 2 heures. Les parents peuvent faire le choix de rester à la maternité, donc dans le service des suites de couches s'ils le veulent, mais la majorité des parents rentrent chez eux après les 2 heures de Mhm. surveillance. Voilà. Et ça ressemble à quoi un plateau technique? C'est une salle de naissance où du coup la sage-femme peut aménager dedans, dans le sens peut-être qu'il va y avoir des affichettes, chose qu'il n'y a pas dans les salles de naissance Mhm. des maternités normales. Ça va un petit peu plus ressembler à une salle nature. Donc dans les salles Mhm. nature, c'est des salles où souvent il y a une piscine, où il y a des ballons, où du coup il y a de quoi se pendre pour Mhm. pouvoir suspendre. Mhm. Voilà, il va y avoir un petit peu de matériel. Ok. Donc voilà, sachant que la sage-femme peut aussi amener son propre matériel. Ça dépend des fonctionnements des plateaux techniques. On va dire qu'il y a un petit peu les grandes lignes, après chacun fait un petit peu à sa sauce. Mais moi, je vais faire que donner les grandes lignes aujourd'hui dans tous les cas. Et c'est Euh, toujours à côté d'un hôpital. Ah non, là, c'est dans l'hôpital. Là, C'est c'est dans toujours la dans maternité. l'hôpital. Ok. Une salle. Ouais, ouais. Ok. Le plateau technique, c'est une salle qui est dans un endroit à la maternité Hmm. dédié qu'à ça. Comme ça, si jamais il y a besoin, la sage-femme, en gros, elle ouvre la porte et elle dit j'ai Hmm. besoin d'aide. Et là, l'équipe intervient. Ok. Mais quand vous êtes là-bas avec votre sage-femme, l'équipe médicale, elle ne vient jamais. Vous ne voyez Mhm. pas vous ne voyez pas Hmm. le nez de l'anesthésiste ou du Ouais. gynécologue ou d'une autre sage-femme. C'est votre sage-femme qui est là de A à Z. Ok. L'un des avantages aussi du plateau technique, c'est que souvent, les sages-femmes vont accepter un deuxième accompagnant, chose que les maternités ont beaucoup de mal à faire. Hmm. Alors c'est quelque chose qui est tout à fait légal, hein, on a le droit de demander un deuxième accompagnant lorsqu'on va accoucher, Hmm. que ce soit en maternité ou dans les autres structures dont je parlerai après. C'est tout à fait légal, ça, il faut le savoir, et il faut appuyer les protocoles médicaux. Ça n'a aucune valeur juridique déjà, et c'est là pour en fait protéger d'un point de vue juridique. Il n'y a pas de question de loi, là on est sur des questions d'assurance. Mhm. Donc voilà, donc il faut savoir que tout ce qui est dit dans un protocole, on peut dire non. Ok. Ouais, mais j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, le plateau technique, c'est la deuxième alternative. Pardon, c'est la première alternative à la maternité. Après, il va y avoir la maison de naissance. La maison de naissance, alors, soit c'est un étage dans l'hôpital, soit éventuellement, c'est un bâtiment qui est collé à la maternité. Mhm. Où du coup, là, les sages-femmes sont complètement autonomes. Les sages-femmes ne sont pas salariées de la maison de naissance, elles sont libérales. Pareil hein, pour le plateau technique, elles ne sont pas salariées non plus. Mhm. Donc du coup, les sages-femmes, pareil, elles font votre suivi global, donc préconception, conception, grossesse, accouchement, postpartum. À la différence que à la maison de naissance, elles sont toujours deux. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est sur place et qui fait sa garde, et l'autre sage-femme, c'est celle que bah, du coup vous avez contactée et qui vous suit depuis le début de votre grossesse, qui du coup est chez elle. Mhm. Quand bah, vous mettez en travail, comme pour le plateau technique, vous envoyez un texto, vous appelez. Quand c'est le moment de partir, vous partez, vous allez à la maison de naissance, la sage-femme vous rejoint là-bas. Donc là, il n'y a pas de la sage-femme viens vous voir avant. Mhm. Elle vous rejoint là-bas. Pour le plateau technique, c'est possible qu'elle vous dise directement on se rejoint là-bas aussi d'ailleurs, c'est possible. La maison de naissance, donc du coup, bah, c'est construit comme une maison, dans le sens, il y a une kitchenette, il y a une salle de bain, donc ça c'est plutôt pour les sages-femmes, pour le personnel, mais si besoin les parents peuvent aussi utiliser. Il va y avoir du coup des chambres, c'est des grandes chambres où du coup il y a un lit, où du coup il y a une petite salle de bain avec une baignoire, enfin vraiment vous êtes un peu comme à la maison.
Mmh. Donc voilà, la sage-femme principale va être là pour votre accouchement. La deuxième, elle est un peu dans l'entrebâilleur de la porte en cas de besoin, elle vient donner un coup de main. Et s'il y a besoin de transférer, bah, comme c'est collé à la maternité, soit bah, du coup on sort, on prend l'ascenseur, on monte ou on descend, soit bah, du coup on traverse le couloir et on y est. Ça Mmh. dépend comment c'est organisé. Donc voilà. Ça, bah, c'est plutôt chouette comme alternative où vraiment on est dans un moment où vraiment on essaye de revenir sur j'accouche chez moi, mais en même temps pas complètement. Mmh. Contrairement au plateau technique où on est encore très dans je suis dans un environnement médical. Mmh. Donc voilà, et la dernière alternative, c'est bah, d'accoucher chez soi avec du coup sa sage-femme. Donc là, comment ça se passe? Vous avez du coup votre sage-femme référente qui fait votre accompagnement global. Et bah, quand vous vous mettez en travail, vous l'appelez, elle vient. S'il y a besoin de transférer, bah, là par contre, il va falloir, en fonction de là où on en est dans le travail, soit on prend la voiture et on y va parce que ça presse pas, il n'y a pas besoin de médicalisation, soit bah, il y a besoin d'une aide médicale pour le déplacement et à ce moment-là, bah, on appelle le SAMU vient récupérer la maman et l'amène. Voilà, dans tous les cas, les transferts se passent très bien. Mmh. Ça, je rassure, parce que souvent c'est un petit peu le truc qui fait peur. Les transferts se passent très bien en accouchement à domicile pour les parents, parce que les sages-femmes, elles viennent pas les mains vides, elles viennent avec du matériel, Mmh. elles ont tout ce qu'il faut pour gérer les hémorragies, elles ont tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer éventuellement un placenta qui a du mal à sortir, elles ont ce qu'il faut pour faire une réanimation du bébé, une réanimation de la maman, voilà. Elles viennent pas les mains dans les poches non plus. Mmh. Donc voilà. Dans du coup les 3 cas hors hospitalier que j'ai cités, il faut savoir qu'il n'y a pas de possibilité de faire de péridurale ni de rachianesthésie. Donc la péridurale, c'est en continu un cathéter qui du coup envoie un morphinique pour que bah, le bas du corps soit anesthésié. Et la rachianesthésie, c'est juste une grosse piqûre d'un coup qui va complètement anesthésier le bas du corps et c'est fini. Donc ça, c'est pas possible parce que ça demande un anesthésiste. Et en plateau technique, maison de naissance et accouchement à domicile, on n'en a pas. Mmh. Pareil, hein, la césarienne, on n'en fait pas en plateau technique, en maison de naissance et à domicile. Non, Mmh. je préfère un petit peu débunker les croyances qui peuvent arriver. Donc voilà. Et dans tous les cas, vous êtes inscrit à la maternité pour qu'en cas de besoin, s'il y a besoin de Mmh. faire un transfert, dans les 3 cas, et ben, ils aient déjà votre dossier. Et vous avez votre dossier que vous baladez avec vous, comme si vous alliez accoucher en maternité. Donc voilà, ça c'est pour planter le décor de ce qui existe en France. Aujourd'hui, il y a quand même 98,5% de personnes qui accouchent en milieu hospitalier dans les maternités. Mmh. Parce France, il y a très peu de plateaux techniques. Il y en a tout juste une dizaine. Les Ah maisons de oui. naissance, c'est pareil. Il y en a tout Ouais. juste une dizaine. Et je compte les dromcoms dedans. Ouais, Donc, ouais. Ouais, La c'est bien. Réunion, la Mayotte, Mmh. Martinique, Guadeloupe, et ainsi de suite. Et pour l'accouchement à domicile, il y a une centaine de sages-femmes réparties sur la France et les dromcoms. Mmh. Mais voilà, il n'y en a pas énormément. Ça reste une minorité aussi parce que ce n'est pas connu, tout simplement. Mmh. Ouais, ouais, c'est vrai qu'à l'échelle de la France, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Et du coup, il y a des mamans aujourd'hui qui souhaitent accoucher en plateau technique ou avec une sage-femme à domicile et qui se retrouvent coincées finalement à pas pouvoir faire ce choix-là parce que manque de possibilités, manque de moyens. Tout à fait. Il y a des zones où il y a absolument rien, où la seule alternative, c'est la maternité à 45 minutes. Mmh. Je vais citer les départements qui sont un petit peu dans le centre, avec la Lozère, la Corrèze, par exemple. C'est très très compliqué d'accoucher dans ces endroits-là, parce qu'effectivement, c'est un constat qui est fait aujourd'hui. Il y a assez peu de propositions. Je crois qu'il y a une maternité pour 2 départements par là-bas. Donc c'est vrai que du coup, Mmh. c'est assez embêtant. Et en fait, c'est là où les parents, ils ont tout un rôle à jouer. C'est que, en fait, les parents et les futurs parents, moi, je les invite toujours à choisissez ce que vous aimeriez dans l'idéal. Et si c'est pas possible autour de vous, vous faites un petit courrier à l'Agence régionale de santé, donc l'ARS, Mmh. pour leur dire, dis donc, pourquoi on n'a pas cette possibilité-là chez nous? Parce qu'en fait, à un moment donné, si les usagers
Donc les Mm. parents ne bougent pas. Là, au niveau politique, s'il n'y a pas de demande, ils ne vont pas Oui, donner des réponses à des questions qui ne sont pas posées. oui, oui. Donc c'est vrai que c'est important de le faire pour soi et puis surtout en fait pour les générations futures. Mm. Mm. Parce que même Oui, si nous, pareil, on même fait si, ça, si nous-mêmes, on a vécu un accouchement où on a dû faire 45 minutes de route et qui correspondait pas à notre choix initial, j'imagine qu'on peut aussi, même si c'est déjà passé, faire un courrier pour dire, bon, bah, c'était pas cool comme expérience, donc est-ce qu'il y a pas tout moyen à fait. de... Ouais. Tout à fait. Et moi, vraiment, à ce niveau-là, j'invite vraiment les parents à dire, bah déjà, si vous avez mal vécu vos accouchements, vous rapprochez du CIAN, qui est le collectif interassociatif de la naissance respectée. Et du coup, donc naissance respectée, ça englobe toutes les possibilités, médicalisation Mhm. ou pas. Quoi qu'il arrive, on doit être respecté dans un accouchement. Je vais parler du coup de la loi Kouchner. La loi Kouchner, c'est la loi qui du coup protège les patients. En France, aucun soignant, et je vais partir du médecin chirurgien, un truc pas possible, au petit infirmier qui vous fait vos petites prises de sang au laboratoire, c'est un soignant aussi. L'aide à domicile qui est aide-soignante, c'est un soignant aussi. Euh, pour la moindre action qu'ils font, ils doivent vous demander votre consentement. Et Mhm. un consentement peut être enlevé à n'importe quel moment. Le consentement, si vous n'êtes pas en capacité de le donner, vous pouvez déléguer à quelqu'un d'autre. Moi, j'invite fortement les mamans à choisir une personne de confiance autour d'elles. Donc, soit c'est leur conjoint, soit ça peut être quelqu'un d'autre si jamais le conjoint ne peut pas être présent. Mhm. Je pense par exemple aux femmes de militaires. Ça arrive très souvent qu'elles ne puissent pas accoucher avec leur mari parce qu'il n'est pas là, il est en Mhm. mission. Eh bien, prenez quelqu'un de confiance et faites un papier disant comme quoi je délègue mon consentement et les prises de décision à telle personne. Parce que ça va éviter d'un côté la pression médicale de non, non, mais là, monsieur, il faut qu'on fasse ça. Mhm. Et le papa est complètement perdu, mais il faut demander à madame. En fait, non, Oui. madame pas, Mhm. ne peut pas dire ce qu'elle veut. Donc vous la connaissez, vous savez ce qu'elle veut, Mhm. donc à vous de connaître le pour et le contre. Et cette loi, elle est vraiment très importante. Elle est assez peu connue, n'empêche, malgré le fait qu'elle ait fait beaucoup de bruit à l'époque. Donc, elle date de 2007, de mémoire, quand elle est sortie, quand vraiment elle a été mise en place et ainsi de suite. Et c'est vrai que, en fait, c'est quand même hyper important de se dire qu'on a la possibilité en France, et c'est vraiment une chance, parce que dans d'autres pays, c'est pas forcément comme ça, de décider les soins qui nous sont apportés. Donc, on a le droit d'accepter certaines choses, de refuser d'autres, et de changer d'avis, dans les deux cas. Mhm. Oui. Ou ne pas oublier que le consentement, c'est pas, on a dit oui une fois et c'est, ouais, Tout à fait, c'est ça. complètement. Oui. Et puis bien faire comprendre aussi aux parents qu'effectivement ils sont décisionnaires et que il y a l'effet un peu impressionnant parfois de la blouse blanche Mm, mm. peut, On l'appelle qui peut faire peur. blanche d'ailleurs. Mm, Mm. mm. Ouais. Et en fait, il faut. Parce que j'étais à une journée d'études il y a 2 jours qui était très intéressante sur le vécu de l'accouchement. Mm. Et il y avait une linguiste qui a fait du coup toute une recherche autour du vocabulaire utilisé par les parents, particulièrement par les mères après l'accouchement, pour parler de leur vécu d'accouchement. Mm. Et alors, elle est linguiste, donc c'est tout à fait normal qu'elle ait fait ce rapprochement-là. Mais à chaque fois, c'est le soignant, il sait. Je suis la parturiente, donc la Oui. patiente, je ne sais pas. Oui. Alors que c'est pas vrai en fait. On a tous Mm. des connaissances, on a tous des informations. Alors, effectivement, rien ne sert de devenir sage-femme pour accoucher. Par Mhm. contre, il faut s'informer, c'est hyper important. Et surtout, le parent qui accompagne, enfin l'accompagnant, donc le papa, la grand-mère, la sœur, c'est hyper important aussi qu'elle s'informe. Mm. Parce que on a le droit d'avoir des peurs. Par Mm. exemple, c'est très très souvent que je croise des couples dont du coup les papas sont en mode moi je veux pas qu'on accouche à la maison, ça me fait Mm. peur, c'est hyper dangereux, tu te rends compte, un cordon autour du cou. Et là, oula, doucement. Alors, ok, qu'est-ce qui te fait peur? J'entends ta peur, c'est tout à fait normal d'avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Tu ne connais pas d'ailleurs, et tu le dis. Moi j'ai peur, s'il se passe ça, comment ça va se passer? Ok, en fait peut-être que si tu t'informes, ça ira mieux. Les Mm. papas s'informent,
se rendre compte qu'effectivement, les sages-femmes ne viennent pas les mains dans les poches. Oui. Il faut quand même certaines conditions à remplir pour pouvoir accoucher à domicile. Mm. Que du coup, en fait, lui, ça le ramène à des choses qu'il a vécues dans son passé. Peut-être que quand il était enfant, il a vu sa mère partir en catastrophe à la maternité et revenir complètement blême, livide, parce qu'elle a eu une césarienne en urgence et que du coup, c'est quelque chose qui l'a marqué, que ça a été un tabou dans sa vie. Voilà, peut-être que c'est aussi la représentation qu'on a dans la culture, que ce Mm. soit les films et les séries qui sont toujours dans l'urgence. Mm. Je fais un peu la bêtise actuellement de re-regarder Grey's Anatomy. Dieu, mais Alison Montgomery Shepherd, qui du coup est la gynécologue obstétricienne que Ouais. tout le monde adule, elle est incroyable. Mais le nombre de bêtises qu'elle peut raconter, c'est Ouais. terrifiant. Ouais. Et du coup, c'est tout ça, en fait, c'est aussi la représentation qu'on a dans les médias, qui nous fait aussi avoir des peurs Mm. qui sont légitimes parce qu'on les a entendues, mais qui, par rapport à notre vécu, n'ont pas vraiment de sens. Parce que tant qu'on n'a pas vécu un épisode traumatique, on peut difficilement être traumatisé de la chose. Mm. Voilà. C'est vrai que du coup, c'est important de travailler là-dessus. Et tout ce qui est négatif nous fait grandir. Mm. On apprend beaucoup de la négativité. Donc, avoir peur de quelque chose, c'est hyper chouette parce que si on va travailler sur cette négativité qui est la peur, et derrière, après, en fait, ça va beaucoup mieux. Donc, Mm. vraiment, moi, j'invite très très fortement aux papas et aux coparents quels qu'ils soient, à aller faire des préparations à l'accouchement, à aller lire Mm. des livres, parce que vraiment, ça change les choses. Ça change énormément de choses de pouvoir avoir de l'information. Oui. Et comme on dit, le savoir, c'est le pouvoir et c'est une Mm. réalité. Quand on sait ce qui se passe, on peut réagir. Mm. Voilà. Je vais raconter une petite expérience que j'ai eue il y a quelques années. J'accompagnais un couple de parents. Alors, ils étaient malentendants, donc je jouais les interprètes pour eux. Et en fait, à un moment donné, il y a une sage-femme qui est rentrée dans la salle de travail, donc c'est à la maternité. Je ne sais pas trop pourquoi elle est venue, elle avait de la lumière. Et en fait, elle a commencé à hurler sur la maman. Dépêchez-vous, faut pousser plus fort, votre bébé il va mourir, il va pas bien du tout. Et là, en fait, déjà, je crois qu'elle n'a pas capté que la maman était sourde, parce que du coup, elle Mm. la voyait pas réagir, donc elle criait Mm. encore plus fort, ça servait à rien, la maman l'entendait pas. Ouais. Et en fait, j'ai tourné mon regard vers le monitoring, et tout allait bien Mm. du côté de la mère et de l'enfant. Mm. Et du coup, je l'ai regardé et je lui ai dit, mais pourquoi vous dites ça? C'est pas vrai? Mm. Pourquoi vous mentez? Donc c'est vrai que c'est hyper important que les parents s'informent parce qu'il y a des fois, alors je dis pas que c'est tout le temps, mais Oui, bien sûr. quand ça arrive, en fait, on peut regarder le soignant en disant, mais qu'est-ce que tu racontes là, en fait? Et Ouais. après, quand elle explique, en fait, là, ça fait tant de temps qu'elle est dilatée à 10, nous, dans le protocole, faut qu'elle accouche, sinon elle part en césarienne. Mm. Ah, d'accord, ok. Donc, en fait, c'est Ouais. totalement différent. C'est pas que le bébé va mal, c'est que vous, dans votre Mm. protocole, ça ne va pas. Donc Mm. ça, c'est des choses qui sont importantes à connaître et à savoir pour éviter de se retrouver dans des situations très stressantes et où après, on vit les choses très mal. Mm. Donc, voilà, l'information, c'est primordial. Je ne sais pas s'il y aura possibilité éventuellement de donner une liste de livres que je peux recommander dans la description là, du coup, de cette conférence, ou si elle pourrait être partagée autrement. Mais il y a pas mal de livres qu'on peut lire. Il y a des films et des documentaires à regarder qui sont Mm. très intéressants pour s'informer. Et voilà. Après, il y a des gens qui font le choix de ne pas s'informer du tout Mhm. et qui choisissent du coup d'être complètement passifs sur leur accouchement. En mode, j'y vais, il m'accouche, je ressors avec mon bébé et c'est terminé. Mm. Ok, d'accord, très bien. Et pas de souci, c'est ton choix. Si la personne ne souhaite pas s'informer, c'est son choix. Par contre, la seule chose qui est importante à ce moment-là, c'est de discuter avec les soignants. Quand même, dans tous les cas, il faut parler avec les soignants, Mm. mais qu'est-ce que la personne attend d'eux Oui. et qu'elle soit claire avec eux aussi. En Oui. mode, moi, écoutez, je veux une péridurale, je veux que vous me disiez quoi faire. Voilà, il faut être clair tout de Mm. suite avec eux parce que c'est bête, mais ce sera noté dans votre dossier. Et Oui. le jour où vous allez accoucher, ils seront pas en mode, du coup, elle, on la laisse, elle gère toute seule ou Mhm. quoi que ce soit. Ils vont savoir qu'il va falloir aller donner des informations parce que les parents, du coup, préfèrent attendre que les soignants disent ce qu'il Ok. faut faire. Voilà, ça c'est important à savoir que qu'importe l'accouchement qu'on choisit de réaliser, Mm. déjà, il peut ne pas du tout se passer comme c'est prévu, ça, il faut en être conscient aussi. Et c'est pas
fatalité en soi, dans le sens, on fait toujours de notre mieux, mais des fois la vie fait que voilà, ça peut pas, ça peut pas. Donc, explorer toutes les pistes possibles avec les soignants qui accompagnent, donc soit la sage-femme libérale, le gynécologue libéral, ou bien alors la maternité dans laquelle vous êtes suivi. Et, euh, et puis, euh, et puis oui, pouvoir observer toutes les pistes et se laisser la possibilité de changer d'avis aussi. Voilà, Hmm. ça c'est très très important. Et petit tips quand même, souvent à cause de la fermeture des maternités, il y en a de moins en moins, donc elles sont très souvent surbookées. J'invite fortement dans tous les cas les parents à se préparer à un accouchement sans péridurale, Hmm. parce que ça peut être très violent pour la personne quand elle attendait une péridurale et que finalement jour J elle ne l'a pas. Hmm. Voilà, c'est important. Vaut mieux se préparer à se dire j'en aurai pas et pouvoir en avoir une, que Hmm. de Hmm. se dire de toute façon j'en aurai une, arrivé le Oui. jour J, on vous dise en fait la madame, vous êtes 12, donc on va Ouais. pas pouvoir vous mettre en salle de naissance pour l'instant. Donc il y a 4 personnes devant vous, il y a globalement 4 à 5 heures d'attente, donc salle de pré-travail et ma foi, Hmm. on passe pas voir de temps en temps. Donc voilà, moi je conseille vraiment de se préparer au moins de médicalisation possible Oui. pour que si jamais, effectivement, le jour J, bah, il ne peut pas y avoir de péri, Hmm. bah, au moins ils ne sont pas complètement sans aucun outil pour Oui. pouvoir accompagner toute la gestion de la douleur. Hmm. Hmm. Ok. Ouais, pour pas le subir complètement. Tout à Et pour les personnes qui souhaitent un accouchement un petit peu hors circuit classique de la maternité, ce qui voilà, représente, comme tu disais, la grande majorité des cas, c'est un petit peu ce dont on nous parle le plus et ce vers quoi on nous oriente. Si on est intéressé par un accouchement à domicile avec une sage-femme, un plateau technique, maison de naissance ou autre, fait. où est-ce qu'on s'informe pour en savoir plus sur le fonctionnement Alors, pour être très transparent, ça servira pas forcément à grand-chose de poser la question au milieu hospitalier parce que comme beaucoup de personnes dans le milieu hospitalier ne valident pas forcément ces alternatives-là, Hmm. pour des raisons diverses, on n'aura pas forcément les informations par là. Alors, je dis que je généralise énormément. Il y a des endroits avec lesquels ça se passe Bien sûr. super bien et qui envoient les patientes directement aux sages-femmes libérales, du coup. Mhm. Mais je vais plutôt partir sur le côté ils n'en parlent pas. Hmm. Donc, Internet. C'est bête, hein, mais sur Internet, en fait, on va trouver. Alors, il faut savoir quel mot utiliser. Donc, pour le plateau technique, il faut taper plateau technique avec le département. Mhm. Là, du coup, normalement, il devrait y avoir. Ça devrait sortir. Je sais qu'il y a une association des professionnels pour le plateau technique qui existe. Ok. J'ai plus du tout le nom. Pour les maisons de naissance, il suffit pareil de taper liste de maisons de naissance en France. Mhm. Et on tombe dessus. En France métropolitaine, on en a 9, je crois. Ok. Ouais, au total, il y en a eu 12, mais il y en a 3 qui ont fermé. Hmm. Donc, ouais, c'est triste. Donc voilà, il y en a une en région parisienne, il y en a une à Grenoble, j'en ai 2 dans le sud, 2 ou 3 dans le sud, et puis après, il y en a une à La Réunion, il y en avait une en Guadeloupe, mais je crois qu'elle a fermé, je ne sais plus. Et voilà, après, j'avoue que je ne les connais pas toutes non plus. Je crois qu'il y en a, oui, il y en a une dans le nord, du côté de Lille, là-bas en haut. Donc voilà, c'est un petit peu pour donner un petit peu des Ouais. zones, mais il faut taper sur Internet. Et pour l'accouchement à domicile, c'est plus compliqué. Il faut se tourner vers l'association professionnelle de l'accouchement accompagné à domicile, Ok. donc APAAD, APAD, Mhm. qui du coup référence en fait tout en bas du site internet la liste des sages-femmes avec leur zone géographique. Donc Hmm. voilà, après il faut bien les contacter, toutes celles qui sont autour de là où on vit, éventuellement département autour, Mhm. parce que parfois on n'en a pas dans notre département, mais il y en a une du département d'à côté qui vient. Ok. Voilà, la moyenne de déplacement c'est 1 heure. 1 heure Ok. autour de son domicile à elle, de la Ouais. sage-femme. Il y en a qui font beaucoup plus, il y en a qui vont faire jusqu'à 2 heures de route, et il y en a Hmm. qui vont dire 30 minutes, pas plus. Donc ça dépend. Ok. Il vaut mieux les contacter, Mhm. que ce soit pour la maison de naissance, le plateau technique ou l'accouchement à domicile, il faut contacter entre guillemets le plus tôt possible dans la grossesse. Ouais. Parce que comme il y a assez peu de personnes qui pratiquent ça, bah, Hmm. du coup, souvent elles sont Hmm. très très vite bookées. En moyenne, les sages-femmes prennent 4 voire 5 couples par mois. Donc c'est Hmm. vrai que ça va très vite, n'empêche. Sur Hmm. Bien l'année sûr. dernière, il y a eu
Il y a eu 678 France, donc Ah, comme on a une ça micro-coupure, c'est bon. ah, Oui. comme du coup en France il y a peut-être quelque chose comme 3000 accouchements de manière alternative à la maternité, bah voilà, ça peut aller très très vite. Donc Mmh. dans l'idéal, entre le 3 et le 5e mois, on est sûr que normalement la sage-femme a encore de la place. Après ça, c'est plus Mmh. compliqué. Sachant qu'il y a des endroits, par exemple, certaines maisons de naissance font des demandes de dossiers de candidature. Donc en D'accord. gros, on envoie un dossier avec le pourquoi est-ce qu'on aimerait accoucher là-bas, le Mmh. profil des parents, les dates de la grossesse, et ensuite eux ils trient de leur côté. D'accord. Ça leur permet comme ça de ne pas se retrouver avec 50 000 demandes. Déjà ils peuvent faire un premier classement, Mmh. rencontrer les parents et valider après. OK. Donc voilà. OK. Et de ça, c'est comme la façon dont ça se passe en France. Est-ce que tu sais si dans d'autres pays, c'est un peu plus facile de choisir son mode d'accouchement, son Ah lieu oui. d'accouchement? Ouais. Mm, je vais prendre par exemple les États-Unis. C'est très particulier les États-Unis parce que c'est des États fédéraux et du coup chaque État fonctionne un petit peu comme il veut. Mm. Mais globalement, sur la majorité des États-Unis, il n'y a pas de règles en matière d'accouchement, ce qui fait qu'on peut accoucher où on veut, quand on veut, avec qui on veut, mais sans aucune limite. En France, on va avoir quand même une limite qui est la pratique illégale de la médecine, qui fait que, bah, par exemple, si vous choisissez d'accoucher seul à domicile, sans sage-femme, Mhm. avec d'autres personnes autour de vous, ça peut se retourner contre ces personnes. Voilà, il faut le Mhm. savoir, c'est important. Donc, pour des personnes qui souhaiteraient se tourner vers des doulas, Mm. donc c'est des personnes qui accompagnent dans le milieu de la périnatalité, donc autour de la naissance, grossesse, postpartum. Faut être vigilant parce que ce ne sont pas des sages-femmes. Et si elles accompagnent des accouchements du coup sans présence médicale, Mm. elles peuvent se faire fortement taper sur les doigts. Aux Ouais. États-Unis, il n'y a pas ce problème. Mm. Demain, n'importe qui souhaite dire qu'il est sage-femme. Donc après, c'est un petit peu plus Mm. compliqué parce que ça dépend des États. Mais il y Ouais. a certains États où il n'y a pas besoin de diplôme pour pratiquer. Ok. C'est Voilà. non Par contre, il y a réglementé. de toute façon, les États-Unis, c'est toujours dans les extrêmes, hein, j'ai envie de Freestyle. dire. Parce que du côté médical, s'il y a beaucoup de personnes aussi qui n'accouchent pas à l'hôpital, c'est parce que ça coûte très cher et parce que c'est Oui, vraiment hyper médicalisé. Parce que comme du coup tout est une question d'argent, c'est ça. bien plus qu'en France encore, en France, un accouchement, on vient à la maternité, on accouche, on repart, et ils y facturent déjà peu plus entre 1000 et 2000 euros dans le Mhm. public. Dans le privé, on monte à 3 4 000. Oui. Si par exemple, on prend complètement de l'autre côté de la balance, avec un accouchement, avec un déclenchement qui finit en césarienne, on peut en France atteindre dans le public entre 10 et 15 000 euros. Dans le privé, ça peut monter avec les honoraires jusqu'à presque 70 000. Non, 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 non. Aux États-Unis, on part directement sur de base, ton accouchement va te coûter 10 000 dollars. Ouais. Et ça, c'est sans compter tout le suivi autour de la grossesse. Donc, Oui, bien sûr. les analyses de sang, les échographies. Donc, il y a beaucoup de personnes aux États-Unis qui ont quasiment pas de suivi. Donc, des fois, qui Mm. découvrent à la naissance que, oh bah tiens, en Mm. fait, il y en a deux. Ouais, Oh, ouais. oh bah dis Ouais. donc, on ne savait pas parce qu'ils n'ont pas pu faire les échographies. Mm. Bah, je crois que c'est 1 500 $ une échographie. Ça commence à chiffrer très très vite. Mm. Donc voilà. Donc les États-Unis ont cette liberté, ont beaucoup plus de liberté qu'en France, mais du coup ça peut répondre aux besoins de chacun. Ça veut dire que Ok. bah il y a des centres qui sont un petit peu comme des maisons de naissance qui Ouais. existent, où du coup les femmes viennent, elles accouchent avec des sages-femmes qu'elles ont suivi toute leur grossesse, Mm. un petit peu comme des dispensaires. Et du coup, bah, ça fait un petit peu office de maison de naissance. Mhm. Il y a des espèces de plateaux techniques aussi. Alors évidemment, ça ne s'appelle pas du tout comme ça là-bas et ils ont encore des Oui. fonctionnements pas possibles. Mais voilà, au Canada, il y a les maisons de naissance, l'accouchement à domicile Mm. et la maternité, qui les trois sont tout à fait possibles sans aucun problème. Mm. Dans les pays nordiques, c'est la même chose. Je ne suis pas sûre qu'ils aient vraiment de plateau technique, par contre, là-bas. Mais Mhm. en tout cas, dans tous les cas, ils ont encore une fois, une espèce de dispensaires qui font office de maison de naissance, qui du coup sont pas collés à l'hôpital, mais parfois sont un petit peu plus loin. Ouais. En Belgique, il y a la même chose. En Grande-Bretagne aussi. Et en fait, en dehors de la France, dans tous les autres pays, donc je prends plutôt des pays qui sont développés
et ainsi de suite, parce que je ne vais pas parler de pays sous-développés, parce que c'est beaucoup plus compliqué là-bas, et ben en fait, c'est des choses qui sont normalisées. Ça va choquer personne de dire, ah bah moi, je suis née à la maison, et là, moi, je vais Mhm. aller accoucher en Grande-Bretagne, ils appellent ça les Natural Birth Center, je crois. Mhm. Quelque chose comme ça, où c'est vraiment que des salles nature partout, Mhm. avec du coup des sages-femmes qui rentrent et qui sortent avec leurs patientes toute la journée, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que dans tout le reste du monde, on a un vrai libre choix du lieu d'accouchement, Mhm. parce que, pour reparler des États-Unis rapidement, si on change de mutuelle et qu'on prend une autre mutuelle, on peut avoir la quasi-totalité de notre accouchement remboursé. Et ce qui est très particulier d'ailleurs pour les États-Unis, j'ai trouvé ça très drôle quand je l'ai découvert, c'est qu'on peut négocier sa facture. Et Oui. c'est un conseil de négocier les factures. Oui, oui. Oui. Tu peux enlever 10, 15, 20 000 euros sur la facture totale. Parce que la facture, elle est de 170 000, donc ils sont pas à ça près. Oui, oui. Oui, C'est assez il y a fou. des gens qui sont spécialisés là-dedans, donc c'est vrai que du coup, il y a quand même la possibilité de choisir beaucoup plus qu'en Mhm. France, où en France, ce serait inimaginable de se dire, Oui, bien sûr. en fait, moi, je vais aller accoucher dans cette clinique-là qui est privée, qui coûte un bras, et je vais négocier avec eux la facture. Ce Ouais. serait impossible, alors que là-bas, c'est tout à fait normal. Mhm. Donc voilà, c'est vrai que par le monde, on se rend compte que en France, on est très étriqué et on est très sûr, il faut faire comme ça. Mhm. Mais en fait, c'est pas vrai. Il y a plein de possibilités, mais il faut les connaître. Mhm. Et après, il faut aussi pouvoir se battre par rapport à ça. C'est important de dire, en fait, c'est pas juste que moi je puisse accoucher là où je veux et que ma cousine qui est dans un autre département, comme il n'y a rien, elle n'a pas de choix. Mhm. Donc voilà, ça c'est aussi important de se dire qu'on a peut-être une part à jouer en tant que parent, en tant qu'usager, en tant que grand-parent, en tant que frère, sœur, cousin, cousine, oncle, tante. Ça prend pas très longtemps de faire un courrier en disant moi je voulais ça, ma sœur voulait ça, c'est pas possible, c'est pas normal. Et Mhm. plus les ARS recevront ça, c'est bien aussi si on a le temps d'envoyer à l'ordre des médecins, des gynécologues et des sages-femmes pour dire c'est pas normal qu'il y ait plus de personnes qui fassent ça parce que en fait on nous dit qu'on a un libre choix du lieu d'accouchement en France. Sur Mhm. le papier c'est vrai, dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué. Mhm. Et puis les conséquences de ça, j'imagine que ce sont donc à la fois des accouchements qui sont mal vécus, des personnes qui se retrouvent en milieu hospitalier alors qu'elles auraient vraiment préféré rester chez elles avec une sage-femme. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des personnes qui finissent par accoucher chez elles seules parce Mm. qu'elles n'ont pas réussi à... Parce que Tout à fait. vraiment, elles veulent pas du tout aller en milieu hospitalier, elles n'ont pas réussi à trouver de sage-femme pour les accompagner, il n'y a pas de plateau technique aux alentours. Du coup, c'est aussi un résultat de ça, non? Oui. Du coup, effectivement, il y a les femmes qui vont. Alors, du coup, je fais partie donc, du CDAAD, qui est le collectif de défense de l'accouchement accompagné à domicile. Et depuis maintenant 3 ans, je crois, on fait remplir chaque année à des centaines de femmes un formulaire de refus d'AAD. Donc, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas pu accoucher à domicile? Donc, Mhm. il y en a beaucoup, c'est parce que elles n'avaient pas la possibilité, pas de sage-femme à côté d'elles, pas Mhm. de possibilité d'éventuellement prendre un gîte à côté d'une sage-femme. Donc voilà, ça c'est un problème numéro un. Numéro 2, je crois qu'on a, oui, on va avoir les antécédents notamment de césarienne, parce qu'en France, il y a très peu de sages-femmes qui accompagnent les accouchements à domicile après une césarienne. Mhm. Alors, les chiffres qu'on va regarder dans les autres pays nous indiquent que c'est pas plus dangereux. En France, les chiffres sont beaucoup plus hauts parce qu'ils viennent des milieux hospitaliers et des milieux hospitaliers où on va avoir des femmes qui ont des utérus cicatriciels qui Mhm. accouchent avec et sans péridurale mélangée. Et on Mhm. le sait parce que aussi l'OMS déconseille la péridurale sur un utérus cicatriciel, Mhm. pardon, que la péridurale augmente les risques de complications. Oui. Donc voilà, mais les sages-femmes actuellement en France, pour la grande majorité, souhaitent pas accompagner les accouchements à domicile avec antécédents de césarienne parce que si Mhm. jamais il y a quoi que ce soit, Oui, elles bien sûr. savent qu'elles vont se faire fortement taper sur les doigts, Mhm. voire être suspendues pour Mhm. pratique dangereuse, je Mhm. cite. Donc voilà. Ce qui fait que sur le pourcentage de femmes qui nous ont répondu, il y a quand même 16% de femmes qui se posent la question de partir sur ce qu'on appelle du coup un ANA, donc un accouchement non assisté, Mhm. d'un point de vue médical. Et là où c'est problématique, c'est que quand c'est un choix
parce que la femme le choisit par elle-même, c'est pas la même chose que quand c'est un choix par défaut, Ouais. où là, la femme, il va peut-être beaucoup plus à l'aveugle, s'informe peut-être beaucoup moins, et résultat, après, bah, elle transfère en hôpitaux, et c'est compliqué, les Mm. hospitaliers, ils aiment pas ça. Déjà qu'ils aiment pas trop les AAD, les transferts, parce qu'ils sont un petit peu en mode, bah, dis donc, on récupère les Mm. bêtises. C'est pas les bêtises, c'est juste que Mm. des fois, ça arrive. C'est quand même assez minime. Il y a quand même assez peu de transferts. Sur les chiffres de l'année dernière qui sont fournis du coup par la PAD, il y a eu 1500 accouchements à domicile. Non, un peu moins, pardon, 1370, je crois. Oui, c'est ça, 1370. Il y a eu quelque chose comme 150 transferts, et on est sur 8 transferts pour des raisons vitales. Tout le Ouais, reste, c'est des ouais. transferts pour demande de péridurale, pour Mhm. latence du travail, donc le travail qui n'avance plus, Mhm. euh, pour, euh, pour des petites choses, pour des Ouais, ouais. choses qui sont pas, on n'est Oui. pas dans l'urgence vitale. Il y en a eu 8 pour urgence Mhm. vitale, et qui se sont très bien passées. Et, enfin, Ok. tout le monde est ressorti Ouais. vivant à la fin. Mm. Voilà. Et donc pour toutes ces femmes qui du coup choisissent soit d'accoucher seules chez elles, soit du coup vont à l'hôpital, et que c'est pas un choix vraiment conscientisé, où du coup elles ont fait un travail sur elles-mêmes en disant ok, bah c'est pas grave, je Mm. vais quand même mettre des choses en place, je vais avoir une discussion en face, et du coup les choses se passent bien. Pour celles qui y vont par dépit et qui finissent avec un accouchement traumatique, bah, c'est très très compliqué. Mm. Et c'est vrai que c'est pas normal qu'en France, il n'y ait pas d'accompagnement. Et bah, du coup, sur la journée d'études que j'ai fait il y a 2 jours, on a un chef, le chef de service sage-femme de l'hôpital de Neuchâtel en Suisse, qui parlait du fait qu'ils ont, sur les 10 dernières années où lui il est là-bas, ils ont formé le personnel soignant au changement, euh, au changement de lieu. Ça veut dire qu'ils récupèrent des transferts de maison de naissance, ils Mhm. récupèrent des transferts d'AAD, ils vont aussi éventuellement avoir des femmes qui choisissent d'abord la salle nature avec un projet pro-respect de la physio, et qui du coup finalement demandent une médicalisation. Et du coup, voilà, le changement de choix. Et ben, du Ok. coup, ils forment leurs soignants. Et ça, c'est quelque Mhm. chose qui est super, c'est hyper important, et c'est quelque chose qui manque en France. Mhm. Il manque en France le côté humain. Dans le sens, pendant les études de sage-femme et de gynécologie obstétrique, on va surtout tourner la formation sur tout ce qui va être la pathologie, tout ce qui va être les problématiques à gérer, mais on ne va pas vraiment former les gens au relationnel, à l'écoute. Parce que souvent, on va avoir des femmes qui vont arriver et qui vont dire ah non, non, mais moi, je veux pas de péridurale, j'ai trop peur et tout ça, je suis pas d'accord. Et plutôt que de dire ok, j'entends que tu as peur de la péridurale, est-ce que tu veux éventuellement qu'on en discute? Ça va prendre 3 minutes, vraiment, Mhm. ça va très longtemps. Et on explique, bah écoute, voilà, j'entends tout à fait, par rapport à ta situation, voilà ce qui se passe, le fait de poser une péridurale, ça va permettre ça, 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 ça. Effectivement, tu es consciente aussi que ça n'a pas que des aspects positifs, la péridurale, ça a beaucoup d'aspects négatifs, mais quand on prend en compte la totalité des choses, après, en postpartum, on peut agir dessus. Si en Mhm. France, il y a peu de femmes qui allaitent, on est quand même sur 67% d'allaitement, ce qui est très très bas, n'empêche, par rapport à la moyenne internationale. Et d'ailleurs, on se fait taper dessus par l'OMS. C'est aussi parce que des femmes, surtout avec des péridurales, qui sont pas forcément dosées correctement, et après, on les accompagne pas forcément en postpartum, sauf qu'en fait, la péridurale joue sur le cytocine relâché par le corps, et du coup, joue sur les premières montées de lait et l'allaitement. Mhm. Donc, en fait, ça, quand on le sait, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Parce que déjà, on se déculpabilise énormément en disant bon, effectivement, j'ai pas eu un accouchement de rêve, ça s'est pas forcément très Mhm. bien passé. Donc maintenant, il va falloir que bah, je vois avec. Je vais utiliser un terme qui. Retenez le plus ou moins comme vous voulez. IBCLC, je vais faire appel à une IBCLC. C'est de l'anglais, aucune idée de ce que ça veut dire. Enfin, aucune idée, je m'en souviens plus plutôt. Mais ce sont des conseils. International Board Lactation Consultant. Donc, en français, on va bêtement appeler ça une consultation.
voilà, c'est quand même vachement plus simple. N'empêche, on garde le IBCLC, mais consultante en lactation, c'est très bien aussi. Donc, c'est des personnes qui sont formées à accompagner l'allaitement. Et du coup, en fait, ça, quand on ne le sait pas, voilà, on ne peut pas le deviner. Donc, on pleure, on se dit, c'est pas possible, je vais pas réussir à allaiter mon bébé, je vais pas m'en sortir. En plus, souvent, les auxiliaires de puériculture et les sages-femmes, des fois, elles ont des méthodes un peu archaïques, avec des techniques où on attrape le bébé, attends, je vais te le mettre, et ça va fonctionner. Ventouse. C'est ça. Donc c'est vrai que du coup, il y a aussi un côté où c'est important de se dire que la médicalisation, parfois, elle sert. Ça, on ne peut pas dire le contraire. C'est génial de pouvoir avoir des péridurales quand il y en a besoin. C'est génial de pouvoir mettre en place une ventouse, une instrumentalisation, une césarienne quand il y en a besoin. Mais en fait, surtout, il faut être informé. Et moi, j'invite très fortement, encore une fois, si c'est pas la mère qui le fera, ce sera le coparent ou l'accompagnant, de poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Alors, effectivement, des fois, il parle un petit peu avec du jargon médical et on est un peu largué en mode j'ai pas compris ce qu'il a dit. Mais faut pas hésiter à redemander. Les auxiliaires de puériculture, donc celles qui assistent la sage-femme d'une certaine manière, elles savent, elles connaissent, elles ont Elles peuvent l'habitude. traduire. Donc, si la sage-femme de partout, demandez à l'AP. Vous demandez l'AP, voilà, auxiliaire de puériculture, et ils pourront vous aider. Et c'est hyper important que, qu'importe là où on accouche, on s'entoure du coup de professionnels. Si vous savez, et renseignez-vous dans la maternité où vous allez, que il n'y a pas d'IBCLC, donc il n'y a pas de consultante en lactation, cherchez-en une en libéral et prenez son numéro, parce que vous choisissiez d'allaiter ou pas, elle pourra toujours être d'excellents conseils. Aussi, attention, les maternités, les laits qu'ils donnent aux bébés, c'est des laits qu'ils reçoivent gratuitement des laboratoires. Donc d'une année à l'autre, ça peut changer. Ils achètent quasiment pas les laits parce qu'ils reçoivent des kilos de la part de Guigose, de Nestlé, de je ne sais pas trop qui. Donc vous, demandez-vous ce que vous avez envie de donner à votre bébé et venez avec votre petit pot, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge, donc du coup là c'est vrai que ils vous seront aussi ravis de pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on fait un biberon et ainsi de suite. Impliquez-vous à ce niveau-là, c'est vraiment important parce que c'est ce qui fait toute la différence. Vraiment. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, c'est même on peut avoir le pire soignant du monde en face, hyper méga désagréable. Quand on essaie d'être un petit peu humain avec eux et de s'intéresser un petit peu à eux, bien souvent, ils redescendent un peu de leur mauvaise garde qui s'est pas forcément très bien passée, de la fatigue, de ils sont en plein divorce, de il y a ci, il y a ça. Et ils redeviennent vachement plus... Mais c'est difficile et c'est pas juste. Je suis d'accord que c'est pas juste que ce soit aux parents de faire ça. Ça devrait être aux soignants de le faire tout seul et entre elles, parce que c'est majoritairement des femmes qui sont sages-femmes, entre elles de dire écoute là je pense que va sortir, c'est pas grave, on sera que deux à gérer le truc. Sors 10 minutes. De toute façon, il y a peu de chances qu'il y ait un code rouge. Au pire, elles ont leur téléphone. Et puis, prends l'air, quoi. C'est important. Et des fois, peut-être que c'est vous qui allez devoir dire est-ce que peut-être que vous auriez besoin de prendre un café ou un thé, ou est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Et il y a toujours un truc à grignoter dans votre sac, elles sont toutes contentes. Et voilà. Non, le système français fait que les sages-femmes sont maltraitées par le système, et du coup en découle aussi la maltraitance auprès des parents. Et c'est quelque chose qui est terrible, parce que quand on va voir un soignant, c'est pour qu'on prenne soin de la personne, c'est pas pour se retrouver avec des pics acerbes, avec des actes qui ne sont pas voulus. Donc voilà, c'est une réalité, les violences gynécologiques et obstétricales, c'est pas non plus obligatoire, ça n'arrivera pas forcément, mais par contre, pour se protéger du coup des violences obstétricales, il faut s'informer et pas hésiter à communiquer. Si on se rend compte que la maternité où on est censé accoucher en fait ne nous correspond plus, on a le droit de changer. C'est pas un souci. C'est pas du tout un souci, c'est pas interdit. Au contraire, la loi le dit, vous avez le choix du soignant. Si, quand vous arrivez à la maternité, vous tombez sur une sage-femme qui est désagréable au possible, vous pouvez dire, moi c'est mort, vous m'envoyez une autre. Vous avez forcément un cadre dans le coin, vous avez forcément un responsable dans le coin, et vous pouvez aller lui dire, mais en fait, moi je suis pas d'accord. Madame X, on est arrivé, le premier truc qu'elle a fait, c'est hurler dessus. Donc là, le premier lien est hyper important, la première fois qu'on rencontre la personne. Si ça passe pas, il faut quelqu'un d'autre. Absolument. Parce que peut-être que Madame X, elle est hyper désagréable avec vous, mais peut-être qu'elle va être hyper agréable avec la voisine. Et peut-être que
Madame Y qui va venir s'occuper de vous, elle est adorable avec vous, mais elle est hyper désagréable avec la voisine. Donc Mmh. voilà, c'est important aussi de savoir qu'on a le choix du soignant, le choix du lieu d'accouchement, et c'est important qu'on puisse se battre encore pour ça aujourd'hui, parce qu'il y a quand même plus de 1000 maternités qui ont fermé depuis les années 1970. Mmh. Il y avait en 1951, quand du coup on a passé la barre de la majorité des femmes accouchent à domicile à la majorité des femmes accouchent à l'hôpital, donc c'était en 51, on était à 1400 maternités. Et Mmh. après, ça a dégringolé, et aujourd'hui, il ne nous en reste que 400. Ah oui. Donc c'est important de se battre pour ça. Mmh. Et ça me fait penser qu'il existe ce qu'on va appeler des centres périnataux. Mmh. C'est des anciennes petites maternités niveau 1. C'est un truc qui est assez nouveau, qui sort depuis peu là. Ça doit faire 3 ou 4 ans que vraiment ça commence à se mettre en place. Donc c'est en périphérie, souvent de grosses villes, où en gros vous allez aller là-bas parce que vous habitez loin de la maternité. Donc vous allez aller là-bas pour passer votre fin de grossesse. En général, c'est plus ou moins une semaine, 15 jours avant le terme qu'on y va. Quand vous rentrez en travail, on vous envoie à la maternité. Et quand vous avez accouché, dans les heures qui suivent, vous Mmh. êtes renvoyé au centre périnatal, où du coup, vous avez passé votre postpartum là-bas, plutôt qu'à la maternité, parce qu'il n'y a pas de place. Et après, vous rentrez chez vous. Ça, D'accord. c'est des choses qui Centre de existent. relais. Ouais, Mmh. OK. ouais. Ouais, c'est bon à savoir. Bon, super. Bon, en tout cas, Abby, merci beaucoup pour cette vue un petit peu 360 de tout ce qui existe et qui, j'espère, permettra du coup aux parents qui nous regardent de faire des choix en conscience, de pouvoir s'informer, de savoir que voilà, il existe des voies à part, enfin hors voie classique qui nous est systématiquement proposée. Il y a aussi des alternatives. Donc, regarder et puis pour pouvoir faire son choix qui nous correspond vraiment en conscience. Tout à fait. Merci beaucoup, Abby. À toi.